Bienvenue dans le podcast Le poids des kilos, l'émission consacrée à toute la partie immergée du surpoids et de la chirurgie de l'obésité. Alors bonjour, moi c'est Céline Sleeve, opérée de chirurgie bariatrique et ici, que ce soit en solo ou avec des invités, on va parler de tout ce qui entoure les problèmes liés au surpoids, tous les non-dits en lien avec ce type de chirurgie. Que vous envisagiez une intervention chirurgicale, que vous souteniez un proche, ou que vous souhaitez simplement en apprendre davantage sur ce que traversent les personnes souffrant de surpoids, ce podcast est fait pour vous. Alors prenez un café, installez-vous et surtout préparez-vous à vous remettre en question sur les croyances fortement ancrées dans notre société concernant l'obésité. Le poids des kilos, c'est votre sas de décompression, notre boost de réconfort où la parole et les expériences de tous comptent. Alors aujourd'hui pour cet épisode, j'ai le grand honneur d'accueillir un invité que vous connaissez peut-être déjà, le docteur Guillaume Pourchet. Bonjour docteur. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors, vous êtes chirurgien de l'obésité, vous avez été responsable du centre chirurgical de l'obésité à l'Institut Mutualiste Montsouris qui est situé à Paris et actuellement vous exercez en tant que praticien à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire à Paris également. Vous êtes membre du bureau de l'Académie nationale de chirurgie et on a pu vous voir aussi dans les médias car vous avez participé à différentes émissions de télévision et à la radio pour parler de cette maladie qu'est l'obésité et la chirurgie qui est liée. Vous êtes entre autres également le chirurgien qui a opéré certaines personnes plus ou moins connues comme le comédien Laurent Rounac ou la comédienne Firmin Richard, le champion de judo Frédéric Lecanu, dont certains d'ailleurs ont témoigné dans le livre que vous avez sorti en septembre 2024, L'obésité, maladie du siècle, ni une faute ni une fatalité. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur ce livre, docteur Pourchet ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que c'est un livre qui me tient à cœur parce que ça fait une dizaine d'années qu'il reste dans ma tête et dans mes dossiers. Voilà 15 ans que je me suis passionné pour cette maladie. Oui. Et donc de pouvoir diffuser, d'autant plus que la période actuelle, et c'est mon vécu de soignant, beaucoup d'avancées ont été faites sur la prise de conscience et la réalité d'une maladie quand on passe un certain stade d'obésité, de poids. Oui. Vraiment, c'est très très important de déculpabiliser les personnes qui sont souffrantes de cette maladie. Au même titre que le diabète est une maladie, l'obésité est une maladie avec le corps qui gère mal l'alimentation pléthorique que nous vivons tous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très très important. Et ces dernières années, je trouve qu'on revient un peu en arrière. Il y a beaucoup de mise en cause, de sophobie. Quand vous dites ces dernières années, depuis combien de temps à peu près vous ressentez ça ? Je trouve que ça s'est réactivé plutôt dans les années 2019, 2018 peut-être. Ouais. Mais bon, après, c'est des choses qui sont un peu latentes. De toute façon, en fait, on sait très bien dans l'opinion publique et dans les croyances communautaires, ça fait des effets de vague. Et progressivement, on espère que ça avance. Mais à titre personnel, je trouve qu'on est un peu revenu en arrière ces dernières années sur la prise de conscience, notamment l'intégration du traitement chirurgical pour les grandes obésités. Donc, il y a vraiment une stigmatisation de ce traitement qui est plus forte qu'il y a quelques années. D'accord. Ça a toujours été une vocation pour vous d'être chirurgien viscéral, l'obésité, où c'est venu tout doucement cette passion, entre guillemets, de vous investir autant dans cette maladie ? Alors, je l'évoquais rapidement, mais j'avais pas du tout prévu de me consacrer en grande partie à la chirurgie de l'obésité, à cette maladie. Oui. Moi, j'étais plutôt destiné à une chirurgie cancéreuse. Et c'est en prenant en charge des patients assez jeunes, il y a une quinzaine d'années, où j'ai réalisé qu'en fait, on avait un traitement incroyable. Un, qui sauve la vie des personnes en situation de maladie, et deux, qui les transforme physiquement avec des répercussions totales sur l'individu, sur la personne, qui sont accompagnées parce que c'est une transformation tellement forte qu'il peut y avoir des effets secondaires psychiques, sociétaux, amoureux. On sait par exemple un couple sur deux après une chirurgie de l'obésité divorce. Donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Alors bien sûr, malheureusement, s'il y a un problème de casting initial, souvent... Oui, ça peut le mettre en lumière, du coup. Ça met en lumière des problèmes qui en avaient accepté ou pas vu. Oui. Donc, heureusement, c'est sur cette approche-là. Mais tout ça pour dire que, en fait, ce traitement chirurgical, qui est largement prouvé scientifiquement et reconnu scientifiquement, eh bien, il était encore dénigré, méprisé et, à mon sens, pas encore assez réalisé. Oui. Et on le voit ces dernières années, depuis 2018, le nombre de chirurgies
en France. Alors en France, on est un des pays au monde qui réalise le plus de chirurgie. D'accord. On est très actifs, et tant mieux, mais même nous qui sommes dans les premiers de la classe, eh bien, on ne soigne que 4% de la population qui devrait être soignée selon les recommandations de la haute autorité. Donc des personnes qui sont désignées comme en danger de mort, en fait, hein, il faut dire. Oui, il faut le dire, oui. C'est pas du tout une prise en charge fonctionnelle, comme certains disent. C'est-à-dire que c'est pas une prise en charge qui est juste là pour être beau ou pour marcher mieux. L'amalgame est souvent vite fait, malheureusement. Oui. Ce n'est pas du tout une chirurgie esthétique, c'est une vraie chirurgie salvatrice, hein, qui soigne et qui sauve la vie des personnes en situation de maladie. Merci, ça fait plaisir de l'entendre dire d'un médecin. C'est aussi pour ça que je vous invite, parce que en tant que patiente opérée, et puis je suis pas la seule, avec les gens avec qui j'échange, je crois qu'on a tous été confrontés à pourquoi tu te fais opérer, t'as pas besoin de ça, déjà j'aime beaucoup, et puis la volonté, ma chérie, ça suffit. Alors là, ça c'est très très important, c'est-à-dire que le livre aussi, Oui. il est pour dire c'est une maladie, il faut la reconnaître en tant que telle. En France, malheureusement, d'un point de vue administratif, ce n'est pas encore le cas. Ouais. C'est peut-être pour ça que les gens d'ailleurs sont C'est encore... ça. Il y a plein d'injustices liées à ça, notamment par exemple le fait que la chirurgie reconstructrice, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a une loi qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale sur la reconstruction après cancer, ce qui est tout à fait justifié bien sûr. Eh bien, une femme qui perd du poids après ce type de chirurgie, voilà, et avec une dimension un peu délabrante, au même titre que le soin du cancer du sein est délabrant, eh bien, elle n'aura pas le remboursement de sa reconstruction alors qu'un homme l'aura. Oh. D'emblée. Et malheureusement, c'est terrible. Oui, Qu'on soit un homme ou une femme, on ne va pas avoir le remboursement. Et tout ça, c'est pas une volonté de nos tutelles, bien sûr, mais c'est simplement une aberration administrative, c'est-à-dire que comme la maladie n'est pas vraiment reconnue comme une maladie, eh bien, toute reconstruction de la poitrine chez la femme, c'est relié à de l'esthétique. Hormis le cancer. Oui, on s'entend. D'accord. Et alors que chez l'homme, comme l'homme n'a pas de poitrine, forcément, quand il y a une ablation de peau, c'est forcément pathologique, donc il est remboursé. D'accord. Mais cette maladie, il faut aussi, on l'a un peu évoqué, parce qu'elle est terriblement stigmatisante, Ah bah ça. comme vous l'avez dit, parce que la population, même les soignants, beaucoup de soignants, mélangent tout entre les causes et les facteurs aggravants. Donc ça, c'est un point, moi, qui est très très important, sur lequel j'insiste beaucoup. C'était ce que je voulais aborder, effectivement, avec vous. C'est-à-dire que, comme toutes les maladies, alors là, c'est une maladie chronique, c'est encore un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on a en soi toute sa vie. Voilà. On n'en guérit jamais vraiment. Et même après une autre. Ça fait peur à entendre. Ça fait peur à entendre, mais un diabétique, il l'entend aussi. Oui. Une personne qui a du diabète ou une personne qui a une maladie de Crohn, par exemple, des maladies inflammatoires, eh bien, ils sont malades toute leur vie. Après, les médicaments peuvent réguler, limiter les effets. Et là, l'obésité, c'est le cas. Et c'est une maladie, donc, elle a des causes et elle a des facteurs aggravants. C'est très différent. Oui. Par exemple, le diabète, vous savez, c'est le corps ne sait pas gérer le sucre qu'on lui apporte et ça devient très grave. On peut mourir, perdre la vue, enfin, il y a plein d'effets secondaires. Et le diabète, tout le monde sait qu'on n'est pas diabétique parce qu'on a mangé du sucre quand on était petit, mais bien parce qu'on a une maladie et que c'est pas de chance. Et bien, l'obésité, c'est pareil. C'est pas parce que vous mangez mal, c'est pas parce que vous faites pas de sport, c'est pas parce que vous êtes trop bête ou parce que vous êtes trop feignant que vous avez cette maladie. Ouais. C'est une vraie maladie, comme le diabète, encore plus compliqué que le diabète, qu'on connaît d'ailleurs pas encore totalement. Il y a beaucoup d'ombres et de choses à comprendre dans les mécanismes. Mais le sucre, la malbouffe, le manque de sport, la sédentarité, le manque de sommeil aussi. Oui, le sommeil, oui. Et puis le dernier facteur aggravant, c'est la mauvaise gestion des émotions. C'est-à-dire que le stress, par exemple, on a tous ce réflexe. L'alimentation, c'est le premier antidépresseur. Ouais, ça réconforte. On a sous la main de l'humanité, on se réconforte. Mais même sans manger, le fait d'avoir du stress vous fait grossir. À cause du cortisol, c'est ça? Voilà, il y a des mécanismes hormonaux qui se mettent en place, et puis chacun a son vécu du stress. Malheureusement, c'est aussi très inégal. On va gérer des situations plus ou moins bien en fonction d'une capacité qu'on appelle la résilience, enfin des mécanismes comme ça. Et donc ça, c'est 4 facteurs aggravants que je viens de décrire. Ouais. Il reste des facteurs aggravants. C'est pas à cause d'eux, mais il faut les gérer parce que, comme un diabétique, si le diabétique mange du sucre, ça sert à rien de prendre des médicaments.
Donc ça, c'est vraiment tout le travail qui doit être mis en place. En amont, bien sûr, une prise en charge de la maladie et de la chirurgie, et puis bien sûr après, parce que on peut regrossir et réactiver sa maladie à cause de ça. Donc ça, ce ne sont que des facteurs. Et les causes réelles, finalement, de l'obésité? Alors, les causes réelles, je vous l'ai dit, on connaît pas tout dans le détail, malheureusement. Il y a énormément de recherches encore à faire, mais on peut les classer en 4 grandes familles, si vous voulez. La première, c'est génétique. Ça existe, l'obésité est liée à un gène, mais c'est très rare. C'est 1 sur 250 millions à peu près, donc c'est vraiment exceptionnel. En vrai, le côté génétique, c'est plutôt ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est une grande découverte de la médecine moderne. On sait que pendant son vivant, on va mettre des marque-pages sur son gène, c'est-à-dire qu'il faut voir le gène comme un livre. Chaque protéine est produite par des gènes, et donc on va dans le livre, dans un gène, on va mettre des marque-pages pour utiliser les séquences du gène qui vous sont utiles. D'accord. Comme quand on lit un livre, en fait. Lire dessus, on va venir tout de suite sur la séquence plutôt que de relire tout le livre. Et ça, c'est l'épigénétisme. Et en fait, ça, quand un musicien, par exemple, va développer des muscles, un violoniste qui lui permettent d'être plus précis, eh bien, il va mettre des marque-pages sur les gènes qui lui permettent de fabriquer les muscles qui lui permettent d'être précis. Et ces marque-pages, on les transmet à ses enfants. Et donc ça, c'est tout à fait passionnant parce que c'est la transmission de l'acquis. Et dedans, toute l'histoire d'une famille, de notre ancestralité est écrite dans nos gènes d'une certaine manière. Et donc, on peut imaginer que des populations qui ont vécu la famine... C'est ce que, je voulais en venir parce que dans votre livre, vous en parlez de ça, que en tant que mère, même ne serait-ce que par rapport au fœtus, on transmet, quand nous-mêmes on a été mis en famine, ne serait-ce qu'aussi par les régimes, tout ça, on peut transmettre aussi cette espèce de gène-là. Alors, je schématise beaucoup, hein. Oui, c'est un petit peu schématique, mais c'est vrai qu'il y a ça a été prouvé, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont mis en évidence que certains gènes marqués, parce que c'est des gènes normaux, hein, c'est pas des gènes anormaux. D'accord. Mais le fait qu'ils soient trop exprimés donne une tendance à la maladie obésité ou au diabète. Et donc, ces gènes-là, on a remarqué que quand ils étaient présents chez une maman obèse, elle avait un enfant, elle transmettait à 100%. Oui, c'est ça que j'avais lu. Si cette maman est opérée, maigrie, déjà elle perd des marqueurs, donc ça c'est passionnant. D'accord. Pas la totalité par contre. Pas la totalité. On perd, disons, de l'ordre autour de 70%, mais ce qui est beaucoup. Et puis, quand elle a un enfant alors qu'elle a contrôlé sa maladie, eh bien, elle ne transmet que 30% de ce qui lui reste. Donc c'est tout à fait incroyable. Ah bah oui, parce qu'on ne se soigne pas que soi, mais on soigne aussi du coup... Exactement, donc ça c'est aussi un des messages, hein. Plus tôt on est pris en charge de cette maladie, mieux c'est pour soi, parce que le corps est moins abîmé, parce qu'on va gagner plus d'années de vie, parce que tout est mieux. Et puis, pour sa progéniture, il vaut mieux avoir des enfants quand on a contrôlé la situation que quand on n'a pas contrôlé. Après, il faut pas avoir de jugement non plus. Non. Ce sont des données qu'il faut connaître et qui finalement sont assez peu transmises et données. Donc, la partie génétique, c'est très important. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il y a plein de choses qui interviennent. Par exemple, on comprend que aux États-Unis, on est à 50% d'obésité aujourd'hui. Au Mexique, on est à plus de 64, 68%. Parce que c'est des populations qui ont connu sur au moins des 400 ans qui viennent de la famine, de la souffrance et grandes difficultés avec toute l'histoire. Donc ça, c'est assez passionnant et ça explique probablement des différences entre pays, à mon sens. D'accord, oui. L'autre grande cause, c'est les causes qu'on appelle microbiotiques. Là aussi, c'est-à-dire c'est les bactéries qu'on a dans son corps. Pas juste dans l'intestin. Non, le microbiote, c'est vraiment global. D'accord. On a sur la peau. Ah oui, d'accord. Je cru que c'était spécifique à l'intestin. Erreur de ma part. Oui, c'est très vaste. Et puis, bien sûr, celles qu'on a analysées, c'est plutôt celles de l'intestin et qui doivent avoir un rapport plus direct avec la maladie obésité que les autres. Il faut savoir que des bactéries dans son corps, eh bien, on en a plus que de cellules. Ah! Mais oui, on a 2 à 3 fois plus de bactéries dans le corps que de cellules. Donc ça, c'est aussi un grand concept qu'on n'avait pas. Très longtemps, on a cru que le corps était stérile, était pur. Pas du tout. Ah, comme quoi. On collabore avec les bactéries qui nous aident beaucoup. Et donc, ces bactéries-là, elles nous aident, mais parfois, quand on a des bactéries plus inflammatoires, enfin, c'est assez complexe, on n'a pas encore de données très précises dessus, eh bien, on peut favoriser la maladie obésité. Donc, il y a eu des expériences chez la souris qui ont mis en évidence que pour une même souris, on avait des bactéries différentes chez des jumelles, une souris grosse, une souris maigre, donc qui ont les mêmes gènes. Et en prenant les bactéries de la grosse souris,
en les transmettant à la souris mince, eh bien en 3 semaines, elle devenait obèse sans changer son alimentation, sans changer son activité physique. Donc c'est assez passionnant. Oui. L'inverse n'a pas marché, malheureusement, les bonnes bactéries de la maigre C'est dommage. n'ont pas fait maigrir, mais pour dire que c'est très très complexe. Donc ça, c'est la deuxième grande cause, D'accord. les bactéries qu'on a en soi. Et les bactéries, c'est hyper compliqué parce que c'est une sorte souvent je dis le miroir de soi-même ou son ombre. On sait qu'on est tous uniques génétiquement, Ouais. sauf peut-être les jumeaux, les vrais jumeaux, s'il y a des variances sur les méthylations, ce que je vous disais tout à l'heure, l'épigénétisme. Mais en termes de bactéries, là, on est vraiment complètement unique puisque les bactéries, ça va dépendre comment vous êtes né. Si on est né par césarienne ou par les voies naturelles, on a des bactéries différentes. Ça dépend de ce que vous mangez, de ce que vous touchez. Ça dépend de votre famille, ça dépend de qui vous embrassez. C'est finalement une construction qui est reliée directement à sa vie. Donc c'est assez passionnant. La troisième grande cause, c'est des causes d'ordre hormonal. Et ça, bon, c'est très vaste. On a quand même quelques cascades hormonales qu'on commence à bien connaître. Je veux pas trop m'attarder, mais c'est-à-dire qu'il y a des dérèglements hormonaux qui font que on a une tendance à la mise en réserve plus forte que d'autres. Les femmes souvent le savent mieux que les hommes. Les variations hormonales, ça modifie énormément de choses en soi, liées au cycle menstruel. Voilà, la femme le sait plus. Chez l'homme, c'est moins flagrant. Et puis la dernière cause, qui est à mon sens la plus méprisée et la plus ignorée, c'est la cause que j'appellerais du traumatisme psychique. C'est-à-dire que c'est pas la gestion du stress qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment un événement qui fait un choc dans sa vie, dans sa confiance en soi. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être une guerre, des décès, des viols, Oui, vous disiez, d'ailleurs, je vous avais entendu dire, je sais plus où, que ça n'agissait pas seulement concrètement dans le cerveau, dans la tête, dans le côté psychologique, que vraiment le corps parlait. C'est exactement ça. Il y a quelques données chez des très grandes déprimés, avec des grandes dépressions, donc qui sont une origine, disons, du cerveau, même si c'est sûrement plus compliqué. On sait ces grands déprimés, ils ont une immunité qui est réduite. Il y a une variation de l'immunité qui se fait dans ces situations-là. Donc, en fait, c'est, à mon sens, la preuve que ce qui s'est passé là va dérégler globalement le corps. C'est-à-dire qu'ils ont un peu moins d'anticorps quand ils sont dans cette situation. Donc, on l'imagine très très bien avec l'obésité, où ce traumatisme psychique va en fait dérégler à la fois les hormones, peut-être plein d'autres choses, et favoriser l'apparition de la maladie. Est-ce que vous trouvez que psychologiquement, on ne prend pas assez en compte ce côté-là dans la prise en charge de l'obésité ? Après, oui, on ne prend jamais assez en compte. Mais il y a beaucoup de progrès ont été faits. Oui. Aujourd'hui, les recommandations l'intègrent, même si on pourrait faire mieux toujours. En tous les cas, il faut en parler, il faut le savoir, et le taux de personnes qui ont des traumatismes psychiques dans la population, en tous les cas, moi, que j'ai au quotidien dans l'approche des grandes obésités, elle est extrêmement fréquente. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, dans mon équipe, tous les patients vont voir un psychiatre. D'accord. Ça me permet d'arriver à cette question. Quels sont les critères qui déterminent si un patient est un bon candidat pour une intervention chirurgicale ? Parce que j'imagine que le côté, effectivement, psychologique est à prendre en considération. Alors, dans la prise en charge, aujourd'hui, on a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été remises à jour en 2024, donc tout récemment. D'accord, oui. Et ces recommandations sont quand même très précises, très complètes, à mon sens. Bien sûr, chaque individu, chaque personne doit être évaluée de façon personnelle, individuelle, donc chaque cas est unique. Et beaucoup d'éléments doivent être intégrés, mais pour vous donner un élément très simple, c'est-à-dire qu'il faut respecter ces recommandations. Et les recommandations, elles évoquent avec l'indice de masse corporelle, donc il faut avoir un indice de masse corporelle supérieur à 40. Oui. Pas le jour de l'opération, mais dans sa vie. Ah, d'accord. Je savais pas ça. C'est très important. Parfois, il y a certaines personnes qui n'osent pas, se disant qu'elles rentrent pas dans les critères parce que l'IMC n'est pas assez haut, voilà. C'est ça. Exactement. Donc, ça peut arriver, mais ce qui est important, c'est l'IMC, le maximum que vous ayez fait. C'est ça qui fait référence, parce qu'on sait que malheureusement, vous allez revenir dans cette situation à un moment ou à un autre de votre vie, parce que la maladie est finalement quasiment diagnostiquée. Donc ça, l'indice de masse corporelle supérieur à 40, déjà, ça oriente vers une prise en charge, parce qu'on est clairement dans ce qu'on appelle l'obésité morbide, donc vraiment une situation qui est reliée à la mort. Voilà. Malheureusement. C'est-à-dire quand vous êtes dans cette situation-là, eh bien, indépendamment de tous les autres facteurs de risque de mourir,
eh bien, votre poids est relié à un sur-risque de mourir. Donc ça, c'est très clair. Deuxième grand critère, c'est d'avoir un indice de masse corporelle dans sa vie supérieur à 35, associé à des symptômes de la maladie et des maladies associées comme l'hypertension, le diabète, l'arthrose, les problèmes d'apnée du sommeil, le cancer. L'obésité est un facteur de risque du cancer. Grossièrement, on multiplie par 10 le risque de cancer globalement et sur tous les cancers hormonodépendants, notamment de la femme. Plein d'autres facteurs ont été bien analysés comme des problèmes du rein, des problèmes d'éventration, des problèmes d'hypertension au niveau cérébral. Enfin, il y a pas mal de critères qui font qu'on sait qu'on est vraiment en situation de maladie et que là, dès 35, il faut se faire prendre en charge. Oui, d'accord. Un troisième critère est arrivé tout récemment, c'est dès 30 d'indice de masse corporelle, Oui. associé à du diabète. Ça s'appelle la chirurgie métabolique, c'est ça? Exactement. D'accord. On l'appelle comme ça parce que on considère que la raison, c'est pas le poids en tant que tel, mais vraiment le fait qu'il y ait déjà des signes graves de diabète. Et on a vu que dans beaucoup d'études, la chirurgie faisait mieux que tous les médicaments connus. Donc avec un intérêt sur la survie, sur le contrôle du diabète et tout ça. Ça, c'est vraiment une chirurgie qui est pas là pour faire maigrir, mais surtout pour contrôler des dérèglements hormonaux, d'absorption. Enfin, il y a pas mal de mécanismes qui interviennent. D'accord. Donc vous voyez, ça fait 3 grands critères. Alors bien sûr, s'ajoutent les critères d'âge, des critères de préparation. Par exemple, une personne qui est déprimée, il faut surtout pas l'opérer. Oui. C'est pas le moment. Il faut d'abord contrôler la situation. Une personne qui a du diabète qui est très grave, il faut pas l'opérer tout de suite parce qu'il y a des risques de complications. Donc vous voyez, c'est-à-dire que toute la préparation avant une chirurgie, elle est essentielle. Parfois, elle prend beaucoup de temps. Parfois, elle peut pas se faire. Oui. Ça peut arriver. Des situations, par exemple, psychiatriques ou de troubles du comportement alimentaire qui font que c'est très très long et il vaut mieux pas faire la chirurgie plutôt que de la faire. Donc voilà, c'est au cas par cas. Je crois que le message qu'il faut faire passer, c'est calculer votre indice de masse corporelle. Calculez-le. Rien n'est plus facile que ça. C'est le poids divisé par la taille multiplié par elle-même. On le calcule. Si on est au-dessus de 35 d'indice de masse corporelle, pas une minute à perdre. Il faut consulter une équipe globale qui va peut-être aller vers vous proposer. Voilà. Il faut pas rester seul. On est vraiment dans la maladie. Oui, ne pas croire qu'on peut s'en sortir seul en faisant des restrictions alimentaires, se remettant en sport, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Et on parlait des facteurs aggravants. Je vous ai évoqué les facteurs aggravants de la maladie à titre individuel. Donc tout ce qu'on a détaillé, du comportement de chaque personne. Et puis, il y a des facteurs aggravants qui sont reliés à la communauté, si vous voulez, à la société. Et ces facteurs aggravants, eh bien, dedans, il y a la discrimination. Le fait que les gens vous jugent, que vous ayez honte, eh bien ça vous fait grossir et ça va aggraver votre maladie. Donc là, il y a un vrai combat de société. Et les gens comprennent pas ça. Oui. Et il y a aussi des facteurs aggravants, moi, qui me révoltent, qui sont d'ordre industriel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'industriels qui pensent avant tout à faire du profit, ce qui est... Oui. Voilà. Moi, je suis pas contre le profit, mais par contre, pas aux dépens de la santé des autres. Et donc, c'est des gens qui vont vous vendre des produits hyper sucrés, qui font du marketing, qui vont influencer des gens pour surconsommer. Et d'ailleurs, j'en suis le premier. Enfin, on est tous un peu victimes. Vraiment, le marketing, ça marche. Et donc, on se fait tous avoir. Ça, c'est des choses aussi qu'il faut avoir en tête. Et moi, j'appelle nos pouvoirs publics, le ministre de la Santé. Et puis, on a un bon ministre de la Santé, en plus. Donc, il y a beaucoup à faire là-dessus. Et donc, tous ces facteurs aggravants reliés à la société, eh bien, il faut mettre des règles. Je crois que c'est le but d'une organisation de société, protéger la liberté de chacun et la santé de chacun. Bien sûr, bien sûr. Donc, au niveau de la chirurgie bariatrique, l'Haute Autorité de Santé, l'HAS, elle a 4 solutions thérapeutiques. L'anneau gastrique, qui se fait encore un petit peu, si je comprends bien, parce que beaucoup de gens parlent donc du bypass de la sleeve. Il y a aussi la dérivation biliopancréatique, donc ça, c'est les 4 techniques reconnues par l'HAS. Il y a d'autres techniques aussi qui existent, et ça, je voulais un petit peu avoir votre avis là-dessus, comme le ballon gastrique, on en a entendu parler. Il me semble qu'il y a dû y avoir une petite polémique d'ailleurs ces derniers mois là-dessus. La Nissen sleeve, de la SADI, tout ça, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre avis, votre opinion sur toutes ces nouvelles techniques? Alors, effectivement, il y a 4 techniques qui sont reconnues et autorisées. Oui. Les autres ne sont pas autorisées officiellement, donc ça c'est important, et pas remboursées, et voilà. D'accord. Donc, c'est un point fort. Dans les 4 techniques, on l'a dit, en vrai, il y en a que 2 qu'il faut retenir. L'anneau gastrique
C'est une technique qui a été une révolution parce que elle a permis de soigner beaucoup, beaucoup de gens avec une technique facile à réaliser, avec très peu de risques de complications immédiates, avec des résultats qui sont pas nuls, Mmh. qui sont intéressants. Donc ça a vraiment démocratisé la chirurgie de l'obésité, mais aujourd'hui, quand on comprend mieux la maladie, on sait que, et c'est ce que j'ai évoqué, le fait de s'empêcher de manger, le fait de réduire les quantités, c'est pas ça qui règle les causes de la maladie. Ouais. Ça règle pas le problème de fond, Donc non? c'est pas le problème de fond, c'est un problème, de comportement qui peut être aidé, mais Mmh. donc l'anneau sur son principe bloquant, et c'est avant tout et presque uniquement bloquant l'anneau, eh bien en fait c'est pas très logique pour soigner cette maladie, et souvent d'ailleurs les patients apprennent à vomir en fait. C'est Oui. parce que l'envie est toujours là, Mmh. donc ils se retrouvent à avoir des troubles du comportement alimentaire, donc c'est très compliqué. Donc l'anneau vraiment moi je le recommande pas. Ah d'accord. Mmh. Je crois que même si c'est autorisé, c'est une technique qui est pas tout à fait adaptée à la maladie, qui est temporaire, puisque c'est un corps étranger, donc on peut pas le garder toute la vie. Et Mmh. puis, autre élément, c'est ce que j'appelle moi, ce qu'on appelle le capital chirurgical ou capital anatomique, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va toucher à votre corps, eh bien on va l'abîmer. Et donc moins on y touche, mieux c'est. D'accord. Et par exemple, quelqu'un qui a eu un anneau gastrique, eh bien, il a 5 fois plus de risques de complications que quelqu'un qui n'a jamais rien eu quand on fait une sleeve ou un bypass. D'accord. Donc, sleeve et bypass, ce sont les 2 bonnes techniques. La dérivation biliopancréatique, c'est vraiment une technique ancienne, très agressive, dangereuse. D'accord. Il faut la réserver à des situations exceptionnelles, et en France, elle est plus réalisée aujourd'hui. Personne ne l'a fait vraiment. D'accord. Après, les nouvelles techniques, vous l'avez évoqué, il y a beaucoup de choses. La HAS a recensé 17 nouvelles techniques. Oh là, d'accord, oui. Donc, Mmh. vous voyez, vous en avez Oui, parlé j'étais loin de tout énumérer. on est beaucoup plus. Oui. C'est relié, en fait, au dynamisme des chirurgiens, sûrement, au dynamisme d'une maladie qui est en train de flamber, parce que ça, on l'a pas encore bien évoqué. Oui, on va en parler, oui. C'est la pandémie mondiale, c'est la maladie du siècle. Aujourd'hui, on meurt 3 fois plus des conséquences de l'obésité que de la famine dans le monde. Oui, c'est-à-dire que c'est pas rien. C'est-à-dire Mmh. qu'on est vraiment dans une situation très grave. C'est une des toutes premières causes de mortalité. Donc c'est une maladie qui est très haute en nombre de personnes. Ça a été évalué dans des publications récentes à 1 milliard de personnes, vous voyez, donc c'est-à-dire que dans le monde. C'est pas rien, Donc oui. c'est une personne sur 7, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment un enjeu et qui augmente. Oui, en plus. Donc il y a un fort dynamisme, forcément. Et ce qu'il faut retenir dans les techniques, c'est vrai que celles qui sont les plus connues, celles que vous avez citées. Mmh. Alors le ballon intragastrique, par exemple, eh bien en fait c'est un peu comme l'anneau, en moins efficace. D'ailleurs, ça a été stoppé, Oui. l'utilisation. Alors ça n'a jamais été remboursé, mais voilà, l'utilisation n'est pas recommandée aujourd'hui. Il y a eu pas mal de polémiques puisque en fait c'est séduisant intellectuellement. On peut avaler un petit comprimé avec un ballon qu'on gonfle dans l'estomac et qui empêche de manger. Mmh. Mmh. Mais ça reste pas toute la vie, ça reste quelques mois. Oui. Et quand il s'en va, ben forcément, on peut remanger. Donc, il y a des reprises de poids après. Et ça, à mon sens, ça peut être intéressant dans tous les cas où on ne peut pas proposer la chirurgie. D'accord. Vous voyez, dans tous les cas où on peut faire une sleeve ou un bypass, il faut pas réfléchir à autre chose que ça. Privilégié, c'est d'accord. Et dans les autres cas où on peut rien faire d'autre, là, c'est là où il y a de la liberté de réflexion. Peut-être le ballon, mais attention, ça va abîmer un peu l'estomac, ça marche pas très très bien, donc ça coûte de l'argent. Ah ouais, Voilà. d'accord. Il y a aussi la place des nouveaux médicaments qui peuvent être discutés. Oui, 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 On oui. en reparlera sûrement. Oui, c'était prévu. En termes de techniques, il y a aussi des techniques endoscopiques qui sont très à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire que on vend aux patients le fait qu'on va rien lui enlever. Mmh. On passe avec une caméra dans la bouche ou dans le nez, Oui. et à l'intérieur de l'estomac, on va plier l'estomac. Au lieu que ce soit une poche, on va le ratatiner et le replier pour qu'il soit petit. On se dit, c'est fantastique, on va faire comme une sleeve, Mmh. Mais sans... sans enlever l'estomac. En vrai, c'est faux. On fait pas comme une sleeve, c'est pas du tout la même chose, puisque le fait d'enlever une partie de l'estomac, joue sur les hormones aussi. exact. Et là, c'est pas le... Voilà. L'estomac, c'est un organe très compliqué qui est un organe, on parle du deuxième cerveau, hein, qui va travailler à plein de niveaux, au niveau hormonal, au niveau psychique, au niveau moteur, au niveau de l'acidité, des bactéries, enfin il y a plein de choses qui se passent. Donc l'applicature endoscopique, c'est quelque chose qui est intellectuellement intéressant, il y a des résultats qui sont pas nuls, mais attention, au bout de 2 ans, la reprise de poids, parce que
tout se détend. Ah oui, Je d'accord. vous l'ai dit aussi, le capital chirurgical ou capital anatomique. Mmh. Vous avez abîmé votre estomac et donc c'est pas le même après, avec des surrisques. Donc attention aux effets de mode et aux ventes un peu rapides en disant voilà, ça remplace, c'est mieux, tout va bien. Mmh mh. Malheureusement, c'est jamais comme ça. Et donc ça, c'est vraiment un point très important. Après, vous avez évoqué la N-sleeve ou Oui. N-sleeve. Ça, c'est pareil, alors pas du tout autorisé. C'est fait un petit peu par assimilation. Il y a Mmh. des chirurgiens qui la pratiquent. C'est sur le principe que la sleeve provoque beaucoup de reflux et Oui. qu'il faut faire un système anti-reflux. Mmh. En premier lieu, le système qui est proposé, et malheureusement, en fait, ça marche pas très bien sur le reflux. On le sait, Ah! des outils qui sont utilisés depuis des années, qui marchent pas très bien. Et puis, le fait de laisser de l'estomac alors qu'on en a coupé, à mon sens, c'est vraiment des interventions qu'il faut d'abord bien évaluer scientifiquement pour pas mettre en danger les patients, Mmh. et puis après tirer des conclusions sur des études sérieuses. Aujourd'hui, on n'a pas encore Mmh. ces études-là vraiment. Il y a quand même beaucoup de complications, me semble-t-il, avec ces techniques-là. Donc, moi, j'y suis pas favorable à titre personnel. D'accord, OK. Du coup, ça m'amène à vous poser cette question concernant la différence entre la sleeve et le bypass. Il y a des personnes qui nous disent: «Pourquoi pas faire directement un bypass?» parce que la sleeve provoquerait plus de reflux. Ça risquerait de faire du coup une chirurgie de seconde intention pour régler ce problème de reflux que pourrait provoquer la sleeve. Personnellement, moi, en tant que patiente, j'ai eu une torsion de l'estomac aussi, de par, la sleeve gastrectomie. Donc, est-ce que vous pouvez nous rassurer par rapport à cette chirurgie qui est parfois, chez certains patients, un peu controversée? Je préfère être opérée du bypass finalement que la sleeve, où on entend dire, avec quelques années, qu'il y a des problématiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2 opérations, elles ont des complications. Oui. Et que comme tout geste chirurgical, ça dépend beaucoup de celui qui l'exerce. Mmh. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dimension artisanale qui est là. Et puis, l'être humain est pas parfait. Chaque situation anatomique a des contraintes. Donc, la complication, elle est là. Les problèmes, il y en a pour les 2 techniques. Sur les études, on a un peu plus de problèmes avec le bypass à long terme. D'accord. Plus de complications parce que, comme le bypass, vous savez, c'est-à-dire qu'on va déplacer la position d'un intestin, Mmh. raccorder, donc il y a plus de travail, c'est un peu plus long à faire, et forcément, on va modifier l'anatomie Oui. sans compter le circuit, et ça crée des risques. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle des ulcères au niveau de la couture qui sont très fréquents parce qu'on va raccorder de l'intestin à de l'estomac. L'estomac, il fabrique l'acidité. Il a l'habitude de gérer l'acidité, mais l'intestin, pas trop. Donc, il peut y avoir des ulcères qui sont très fréquents, hein. C'est la complication la plus fréquente. D'accord. Qui arrive très vite ou ça Ça peut peut arriver plusieurs années après. Donc, c'est pour ça que souvent les chirurgiens mettent des médicaments contre l'acidité pour les bypass en général. Donc, ça, c'est une des complications, mais il y en a d'autres, hein. Il y a des occlusions, il y a des carences, bien sûr, aussi. Il y a oui, des ça, oui. carences pour toutes les chirurgies. Mais le bypass, un petit peu plus. Mmh. Pour le bypass, parce que le bypass, on n'absorbe pas bien, donc on est obligé de prendre des vitamines toute sa vie. La sleeve, elle donne un peu plus de liberté là-dessus, mais ça dépend vraiment de chacun, parce que si les personnes mangent mal, eh bien, ils se mettent en carence de vitamines, donc il faut le surveiller. Oui. Ça aussi, c'est un point très fort, c'est quelle que soit la technique utilisée, il faut se faire suivre. Si on se fait pas suivre, on regrossit, sûr. L'importance de suivi, je ne cesse de le dire. Et le suivi, c'est pas trop lourd. C'est de faire au moins une fois par an une prise de sang complète, vue par un médecin pour vérifier les Mmh. carences. Et c'est aussi de faire une fois par an au moins une consultation avec une diététicienne pour vérifier que tout soit bien réglé. En faisant ces 2 consultations diététiques, médicales plus prise de sang, eh ben on a un suivi minimum. D'accord. Après, au début, un peu plus lourd, mais voilà. Ça, c'est primordial en tous les cas. Ne surtout pas se dire tiens, tout va bien, je sais la diète, je connais, pas de problème. Oui, 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 je me sens en forme ou quoi que ce soit, puis Je mmh, gère, je me mmh. sens en forme. C'est une grosse erreur à ne pas faire. Donc ça, c'est un point. Alors après, bypass et sleeve, les résultats en termes de poids, ils sont à peu près semblables. Mmh. Le bypass fait peut-être perdre 2 kilos dans les études en plus. Enfin, Ah oui, c'est pas très oui, significatif non. du tout. Pour le reflux, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de reflux dans les études sur la sleeve gastrectomie, mais il y en a avec le bypass. Mmh. Parce que, en fait, le principe du reflux, c'est là où il faut pas penser chirurgical, mais penser problème, maladie, si vous voulez. Le reflux, tout le monde en a du reflux. D'accord, de base. Mais ça devient une maladie quand on le ressent. Donc ça, c'est la définition du reflux pathologique La fameuse brûlure à l'œsophage qui remonte, d'accord. qui remonte et on ressent une brûlure. Donc ça, c'est le reflux. Le reflux, il est avant tout lié à sa manière de faire.
C'est comme un verre qu'on remplit, si vous voulez. Vous avez un verre, si vous le remplissez vide et vous mettez jusqu'au bord, ça va déborder. Donc c'est ça le reflux, c'est que ça déborde. Et donc quelqu'un qui a eu une opération de l'estomac, quelle que soit l'opération, un bypass, sleeve ou des opérations pour le cancer, comme l'estomac est petit, s'il va trop vite, ça déborde et il a du reflux. L'importance du temps de repas, de la prise alimentaire. Donc ça, c'est très important de savoir que, avant de se dire, oh là là, c'est ma sleeve qui m'embête, d'abord, il faut se dire, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien ou pas bien? Se remettre en question. Donc ça, c'est première chose. Ça, il faut le travailler avec la diététicienne. Un truc tout bête, très fréquent, que tout le monde fait, c'est-à-dire que il faut boire. Ça aussi, c'est très important. L'être humain et la vie des mammifères est basée sur la respiration en premier, qui se fait automatiquement. On n'en a même pas conscience. Et le deuxième, c'est la boisson. On peut pas vivre sans eau pendant plus de 48 heures, quoi. C'est pas possible. C'est très court. Et puis, le troisième, c'est les aliments. Et quatrième, l'évacuation de ces... D'accord. Vous voyez, c'est le phénomène basique de la vie. Et donc, le fait de boire, c'est très important. Et souvent, on oublie ou on a du mal un peu à boire parce que comme l'estomac est petit, il faut boire des petites gorgées. Voilà, Eh bien, on boit le soir ou la nuit. C'est vrai. Et ça, c'est très mauvais parce que quand vous buvez le soir ou la nuit, eh bien, vous mettez du liquide dans l'estomac et dès qu'on se couche, ça remonte très facilement. Alors que si vous mettez de la purée, ça remonte pas beaucoup. Si vous mettez un verre avec de la purée que vous le versez, ça bouge pas trop. Avec de l'eau, il y en a partout. C'est ça qu'il faut savoir, la texture de vos aliments va jouer sur le reflux énormément. Et puis, il y a un autre facteur qui est relié à l'aliment en tant que tel. Il y a des aliments qui favorisent l'acidité et les reflux et d'autres non. Oui. Donc, par exemple, tout ce qui est trop épicé, les plats épicés, les choses trop grasses, trop sucrées, le chocolat, le café, le tabac, l'alcool, les boissons gazeuses. Tout ça va favoriser les remontées acides, les brûlures. Donc, si vous fumez un paquet par jour et que vous dites « Ah, ma sleeve, elle m'embête, j'ai des reflux. » Stop, il faut arrêter. On met le problème ailleurs. Là. Voir la diététicienne, réfléchir. Un dernier facteur qui est aussi relié à chaque personne et qui malheureusement qu'on peut pas trop corriger, c'est ce qu'on appelle le sphincter œsophagien inférieur. C'est-à-dire que vous avez un petit clapet au-dessus de l'estomac qui empêche les remontées. Oui. Donc quand il est bien fonctionnel, facile, on peut boire la nuit, ça remonte pas, tout va bien. Mais quand il est un peu abîmé, c'est-à-dire qu'il est un peu ouvert, eh bien là ça remonte très facilement. Donc chacun, parce qu'il est abîmé déjà à l'origine, parce qu'on avait des reflux avant, parce que plein de choses, eh bien on est tous différents là-dessus. Oui, c'est pas que la sleeve, quoi. Loin de là, finalement. C'est pas que la sleeve, parce que si vous avez un bypass, vous avez une petite poche, donc si vous faites n'importe quoi, vous avez des reflux. Oui, aussi. On a 30% des bypass qui ont des reflux. Oui. Oui, je fais partie de ces 30%. Dès que vous allez réduire la taille du verre, forcément, ça déborde. Je mets au défi des auditeurs et tout le monde de faire l'expérience, c'est-à-dire que vous allez prendre un verre normal, fermez les yeux et remplissez-le. Vous déborderez jamais, parce que votre cerveau, il connaît exactement le volume habituel. Si vous prenez un petit verre ou un tube à essai, quelque chose de tout petit, dont vous n'avez pas l'habitude de gérer, même en vous concentrant, en versant tout doucement, vous allez déborder 10 fois. Parce que votre cerveau, il a besoin de temps avant d'appréhender le volume. C'est pas juste la vision, c'est le temps, les réglages, il y a plein de connexions qui sont nécessaires. Et c'est pour ça que moi je dis toujours aux patients, il faut apprendre la taille de votre nouvel estomac, ça prend du temps, il faut savoir s'écouter. Et quand on fait tout ça, en fait, le problème du reflux, il est anecdotique. C'est très faible. Là où la sleeve a un peu plus de reflux que le bypass, c'est que vous avez ce qu'on appelle le pylore qui est en bas de l'estomac. Ouais. C'est un muscle qui va broyer les aliments. Et ce muscle-là, quand on a un bypass, il est plus dans le circuit. Ah oui, puisqu'il a été dérivé par... voilà, il est plus dans le circuit, c'est-à-dire que ça coule facilement. Donc c'est plus facile pour le bypass de faire des petites erreurs. Par contre, pour la sleeve, si par exemple vous êtes stressé, le muscle il va se fermer. Et donc vous buvez un peu vite, hop, ça bloque là-dessus et ça remonte tout de suite. Alors que si vous êtes détendu, hop, ça va s'écouler facilement. Oui, parce que le stress joue vachement quand on est opéré. Énormément. Oui. Donc de raisonner, de dire ah oui, je vais avoir plus de reflux avec l'un, avec l'autre, il faut pas du tout mettre ça dans la balance de discussion. Pour moi, c'est pas du tout un souci. Alors d'autres chirurgiens vous diront des choses différentes, mais oui, non, mais c'est pour ça que je voulais avoir votre avis et que je voulais que vous nous rassuriez là-dessus parce que c'était vraiment un peu un débat actuellement. C'est un grand débat qui est déjà un petit peu ancien, oui. Mais dans mon expérience personnelle, c'est pas du tout un problème. Par contre, il faut parler, il faut éduquer, il faut prendre le temps. Parfois, on a besoin de médicaments contre l'acidité pour le bypass comme pour la sleeve, bien sûr. Probablement à cause du clapet qui est vraiment trop difficile à gérer.
Et puis, le fait de maigrir, ça va améliorer les reflux. Mmh. Ça aussi, c'est un point positif. C'est-à-dire que le fait que vous perdiez du poids, vous allez diminuer les pressions qu'il y a dans le ventre et donc améliorer, parce que la première cause la plus fréquente de reflux, c'est l'obésité. D'accord. D'accord. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses là-dessus. Et pour moi, quand je conseille des patients, puisque là on est quasiment comme une consultation, Oui. c'est vraiment, pour moi, la stratégie, elle est de penser maladie chronique. Vous avez une maladie pour toute la vie. Mmh. Et quand on a une maladie pour toute la vie, il faut garder des armes thérapeutiques. C'est-à-dire qu'il faut pas tout de suite faire une technique qui pourrait servir après. D'accord, oui. Par exemple, un bypass, si on fait le bypass, malheureusement, après, on peut plus rien faire. Oui. Enfin, il n'y a pas de choses vraiment très simples. Il y a toujours des solutions, mais c'est pas bien validé. Quand on fait une sleeve, eh bien, on peut très bien faire un bypass, pas de problème. Ou on peut faire des nouvelles opérations comme des dérivations, des bipartitions, des SADI. Enfin, bon, il y a plein de nouvelles opérations, là, on ne va pas détailler, mais qui seront possibles de D'accord, oui, oui, réaliser. oui. Donc, vous voyez, ma stratégie, elle est là. C'est-à-dire que autant faire la sleeve gastrectomie qui laisse des possibilités pour après, au cas où, si on regrossit. Parce que l'obésité est une maladie qui revient, ça faut vraiment l'intégrer, quoi. L'obésité est une maladie, comme le cancer récidive, l'obésité peut récidiver. Malheureusement, c'est ça. Alors, heureusement, la maladie, elle récidive surtout parce qu'on n'est pas suivi, donc on peut avoir quand même Oui. la main dessus, mais c'est pas toujours simple et c'est pas toujours facile. Mmh. Et donc, pour vous donner des chiffres de récidive, après le bypass, comme pour la sleeve, c'est à peu près semblable. C'est de l'ordre de 40%, 50% dans certaines études à 10-15 ans. Ah d'accord. Donc, c'est pas rien, Non. mais ça reste quand même très positif. D'accord. Du coup, on va avancer un petit peu. Quelle visibilité a-t-on sur les solutions thérapeutiques de l'obésité sur le court terme, là, 5 ans, notamment les nouveaux traitements médicamenteux, tout ça, voilà. Voilà, alors il y a une révolution, c'est l'arrivée des nouveaux médicaments qu'on appelle les analogues du GLP-1, qui font beaucoup de bruit. Il y a des enjeux économiques aussi derrière qui sont importants. C'est une révolution parce qu'on n'avait rien. Auparavant, il y avait les régimes, le sport, qui sont, encore une fois, pas inintéressants parce que c'est les facteurs aggravants à contrôler, mais qui sont très, très nuls en termes d'efficacité, si vous voulez. Oui, c'est limité, quoi. Puisqu'ils vont juste empêcher que ce soit trop grave. Mais il faut quand même travailler dessus. Bien sûr. Et puis, vous aviez pas de médicaments, ou alors des catastrophes comme le Mediator et tout. Le Mediator, Qui avait été, voilà. Et puis, vous avez la chirurgie pour les cas graves. Mmh. Là, aujourd'hui, il y a bien sûr la chirurgie pour les cas graves et rien ne fait mieux que la chirurgie. D'accord. Les médicaments, ça fait 2-3 fois moins bien que la chirurgie. Donc, il faut pas les opposer. Oui, c'est pas le médicament remplace la chirurgie. D'accord. Ça, c'est vraiment mon combat, à mon sens, et d'ailleurs tous les spécialistes le reconnaissent aussi, mais on fait vite l'amalgame. C'est-à-dire que c'est pas l'un contre l'autre. Il y a la chirurgie qui a des effets que le médicament ne pourra pas avoir, parce que la chirurgie, elle va jouer forcément de façon plus agressive sur votre corps, et elle joue sur plein de mécanismes. Le médicament, il va jouer sur un mécanisme, celui de l'hormone. D'accord. En faisant en sorte que ça améliore, c'est vrai. Ça améliore pas tout le monde. Et tout le monde n'est pas réceptif de la même manière, d'accord. C'est ça, donc le médicament, les injections, il y a des travaux pour prendre des médicaments par la bouche qui vont sûrement sortir aussi, qui vont simplifier le système, mais d'accord, oui. les médicaments, eh bien, ils sont efficaces dans seulement 50-60% des personnes qui en prennent, donc c'est voilà. Et puis les médicaments, ben c'est pas rien, ça a des effets secondaires qui peuvent être risqués, comme des pancréatites. On sait qu'il y a un peu plus de cancer de la thyroïde. Alors c'est des études qui sont discutables, hein, mais il faut pas faire peur non plus. Mais il y a eu des descriptions où il y avait un peu plus de suicides dans le groupe des médicaments. Le phénomène, c'est comme ça donne la nausée, que ça crée un mal-être, ça peut favoriser ce que j'appellerais un blues, enfin petite déprime qui peut, quand on a une personnalité suicidaire, pousser au. D'accord. Donc en tous les cas, c'est des médicaments qu'il faut prescrire avec des médecins et qu'il faut suivre. On a parlé du suivi. Surtout ne pas prendre comme ça sans suivi. Hein. Voilà, le suivi pour la chirurgie, doit être le même pour les médicaments. C'est-à-dire que on doit se faire surveiller parce que les médicaments, ils font perdre du poids, moins que la chirurgie, mais ils en font perdre quand même pas mal. Et donc, il peut y avoir des carences après les médicaments aussi. Donc, ne pas croire, je prends un médicament, je prends moins de risques qu'une chirurgie, quoi. Alors, c'est un peu vrai parce qu'une chirurgie, c'est un geste thérapeutique chirurgical. Donc, il y a des risques qui sont reliés à ça. Oui. Et le médicament, lui, il a d'autres risques.
Et puis, il faut aussi dire que la chirurgie, aujourd'hui, elle est très, très sécurisée. On a un peu évoqué au tout début, mais je suis sûr que tout le monde a entendu dire: «Ah bah, tu vas pas te faire opérer quand même, tu risques de mourir. Fais un petit régime». Ah ouais, ouais. Moi, c'est ce qu'on m'a dit: «Tu vas pas te faire charcuter l'estomac». Voilà, Ouais. voilà des gens très bien, très bienveillants là qui Voilà. savent, Voilà. Oh bah, ça. c'est des savants ignorants et donc ça, c'est complètement faux. La chirurgie, ça fait pas mourir. La Mmh. chirurgie, ça fait sauver la vie des personnes en situation de maladie. C'est-à-dire que ça, c'est prouvé, hein, on a des études. Donc, grâce à la chirurgie, on réduit le risque de mourir. Alors, il y a plusieurs chiffres, mais disons, en une dizaine d'années, de 60%. Oh là là, c'est énorme. Donc Mmh. c'est incroyable. Mmh. Mmh. C'est pour ça que il faut pas empêcher l'accès à ce traitement qui est fantastique. Mais les médicaments, eux, ils ont une place qu'il faut encore trouver. À titre personnel, je pense que, comme on l'a évoqué, tout ce qui ne peut pas bénéficier de la chirurgie doit être traité par des médicaments Oui. quand on est déjà à un stade préclinique de la maladie, enfin un début de la Oui. maladie. Mmh. Donc ça, les médicaments ont leur place. Il y a aussi des situations où on a déjà eu une chirurgie. Eh bien, probablement, plutôt que de refaire encore des chirurgies après, il faut d'abord mettre des médicaments, voir ce qu'on obtient, plutôt D'accord. que de faire des chirurgies. Parce que quand on refait une chirurgie, ben, c'est Mmh. toujours 5 fois plus de Mmh. risques. Donc, vous voyez, c'est à Mmh mh. réfléchir. Voilà, ça fait pas mal de choses qui sont encore à statuer, à déterminer, mais vraiment ne pas opposer les médicaments À à la la chirurgie, chirurgie, oui, c'est pas ne pas faire perdre du temps. mmh. Quand on est dans les indications de la chirurgie, il faut pas perdre du temps en prenant des médicaments parce que quand on peut bénéficier du bon traitement, il faut le faire d'emblée, sachant que les médicaments ont des effets secondaires, par exemple, comme ce qu'on appelle la gastroparésie. Ils ralentissent l'évacuation de l'estomac. Ça peut gêner pour la chirurgie, c'est-à-dire que ça peut avoir des effets secondaires. Il faut bien arrêter ces médicaments au moins 1 mois avant de faire une opération, par exemple. Ah oui, d'accord, c'est bon à savoir. Je vous ai entendu parler de chirurgie phobie. Oui. Parce que là, du coup, on parle du traitement médicamenteux. Tout le monde dit oui, super, génial, ça y est. Hop, je me lance parce que la chirurgie, j'y étais réfractaire. Comment vous expliquez cette chirurgie phobie? Moi, je trouve que, c'est ce qu'on a un peu évoqué, c'est que, alors c'est factuel. Ouais. C'est-à-dire que en 2016, il y avait presque 60 000 opérations en France de fait pour l'obésité. En 2023, on est autour de 32 000. Ouf! Ah oui. Donc on a presque divisé par 2 le nombre d'opérations. Pourquoi? Alors que la maladie augmente, Bah oui, 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 on c'est augmente, qu'on ne soigne pas assez de monde. Eh bien, pour moi, l'analyse, c'est une forme de chirurgie phobie qui est reliée à la grossophobie, en fait, au fond. d'accord. C'est ce principe de dire, quand même, tu vas pas te faire opérer, quand même, la chirurgie, ça coûte de l'argent à la société. Mmh. Et là, les tutelles, ce qui explique le décalage en nombre, c'est vraiment ce qui a été mis en place ces derniers temps avec sûrement des bons sentiments. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des ententes préalables informatisées. C'est-à-dire Oui. qu'ils ont contrôlé chaque opération. La Sécu contrôle pour valider la bonne qualité. Donc ça, c'est positif. Mmh. Malheureusement, eh bien, ça a énormément limité l'accès aux soins, avec parfois des blocages discutables et des chirurgiens qui en ont eu marre et qui ont un peu arrêté de faire des procédures. Donc, vous voyez, c'est complexe en fait. Donc, D'accord, il y oui, a eu oui, une oui. volonté de diminuer le nombre d'opérations alors qu'il faut l'augmenter. Donc moi, ça c'est vraiment mon créneau. Il faut augmenter parce que on réalise un traitement qui sauve la vie des gens et qui soigne. Donc c'est comme si on disait ah, oh là là, on va plus opérer les cancers du côlon quand même, ça coûte de l'argent à la société. C'est pas possible. Mmh. Donc quand il y a un traitement qui marche et qui sauve la vie des gens, il faut le faire plus. Après il faut le faire bien, Mmh. mais il faut le faire plus. Donc ça, c'est ce principe-là qui est un peu anti-chirurgical parce que on considère que tu vas pas te faire enlever l'estomac, c'est quand même lourd pour ça, juste parce qu'on connaît pas ce qui se passe en fait. Oui. Souvent, je prends l'exemple aussi des chirurgiens du XVIIIe siècle, du temps de Louis XV, où les chirurgiens, c'était toute une période où ils ont beaucoup parlé des abcès. Et donc, ils ont dit, voilà, quand on a du pus, il faut l'ouvrir, il faut laver, il faut nettoyer. Il y a que ça qui marche. Et ils avaient raison. Mais ils connaissaient pas les bactéries, ils connaissaient pas, ils savaient pas ce qui se passait. Ouais, Mais ouais. ils savaient que ça marchait. Eh bien là, au jour d'aujourd'hui, on est un peu comme ça. C'est-à-dire que le chirurgien, il sait pas précisément ce qu'on fait, même si on a des idées, mais ça marche. Mmh. Et donc l'essentiel, c'est que ça marche. Et quand on a un abcès en 2024 ou en 2025, eh bien on ouvre l'abcès. C'est ça le vrai traitement. Les antibiotiques accompagnent, Mmh, mmh. les analogues du GLP-1 vont accompagner, Mmh. Mais c'est pas ça qui fait tout. D'accord, Voilà. d'accord. Merci. Le rôle de l'éducation nutritionnelle dans la réussite à long terme des patients ayant subi une chirurgie de l'obésité, on en a aussi un peu parlé, mais vous voulez peut-être préciser des petites choses? Alors,
Tout le suivi et la préparation, c'est essentiel. Ça a été aussi prouvé, hein, il y a un certain nombre d'études qui ont prouvé que quand on n'était pas bien préparé, on avait de mauvais résultats. Quand on n'était pas suivi, on a de très mauvais résultats. Oui, que les choses soient claires, la chirurgie à elle seule, Ça marche pas. La chirurgie, d'accord. c'est pas un coup de baguette magique. Voilà. Ça marche pas tout seul. Ça nécessite une équipe multidisciplinaire, une bonne connaissance de l'individu et une personne. Ben, c'est compliqué, une personne. Il y a la psychologie, il y a le corps, Le contexte de vie, l'histoire. il y a le contexte social, il y a énormément de choses. Et donc, il faut se faire suivre et se faire préparer par une psychologue, une diététicienne, un coach en activité physique parfois. Enfin, il y a toute une préparation, un cardiologue si besoin, un psychiatre. C'est pas juste une chirurgie. Donc ça, c'est très très important. Et sans cette préparation, ça marche pas bien. Ça marche quand même un peu, hein, mais ça marche vraiment pas bien. Oui. Et donc le but, c'est d'améliorer la qualité de ce qu'on fait. Et ça, c'est primordial. Et en ce sens, la Haute Autorité de Santé, les tutelles ont complètement raison. Et ça a été un grand progrès que de bien cadrer cette prise en charge-là pour pas qu'il y ait d'abus forcément. Oui. Mais là, il faut dire aussi que aujourd'hui en France, on a une très grande qualité technique, médicale. Les chirurgiens sont des gens très raisonnables. Il y a toujours des personnes hors normes, hein. Ça, c'est dans toutes les professions et dans l'humanité. Mais globalement, en France, on peut être très fier de la situation. Et je crois qu'il faut lever du contrôle qui est un petit peu, pas insultant ou méprisant, mais qui est un petit peu lourd à vivre parfois pour certains, pour les patients bien sûr, et puis pour les soignants. Oui. Enfin, moi, j'ai certaines personnes qui me disent qu'elles ont quand même du mal à trouver une équipe qui peuvent les suivre sur le long terme. Ça, c'est peut-être encore quelque chose sur lequel il faut aussi travailler parce qu'il y en a beaucoup qui... Un gros souci, ouais. C'est très difficile parce que, premièrement, on n'a pas les moyens. Par exemple, le suivi diététique, le suivi psychologique, les vitamines ne sont toujours pas remboursées. Et oui, c'est un gros problème. Ça, c'est un appel que je fais. C'est une honte. Il faut absolument, pareil, les vitamines, c'est vital. Quand on a un bypass, on ne peut pas vivre sans ces vitamines. Donc, il faut le rembourser. C'est pas possible. Le suivi, c'est primordial. Il faut le mettre en place et trouver des solutions pour que ce soit pris en charge. Donc ça, c'est vraiment aussi des urgences à faire. Il y a d'autres urgences liées à la maladie, c'est que le fait de la reconnaître, en fait, c'est de reconnaître qu'il faut la dépister. Et aujourd'hui, on ne fait pas de campagne de dépistage. Moi, j'ai eu la chance, enfin, j'avais poussé on avait organisé quelque chose avec la mairie de Paris, l'ARS en 2018, mais on a essayé de le maintenir, mais c'est difficile, de façon isolée. Et il n'y a pas de vraie campagne de dépistage. Donc ça, c'est primordial. Comme le diabète, comme toutes les pathologies, il faut dépister. Si on veut soigner, il faut dépister, il faut déculpabiliser. Ça se posait la question, y a-t-il pas un intérêt à ce que les gens restent dans cette... Oh, je pense pas, non, ça c'est un peu des visions... C'est moi qui je me fais l'avocat du diable, mais... Je pense que c'est des visions complotistes qui sont pas réelles. Après, le système malheureusement fonctionne pas comme il faudrait tout le temps, donc c'est plus ça qu'il faut réfléchir. Améliorer le mode de fonctionnement. Mais non, je pense pas qu'il y ait une volonté de laisser les personnes en souffrance. Non, mais effectivement, c'est le dernier tabou de notre société. Un des derniers, l'obésité, eh bien, c'est normal de se moquer d'un obèse. Alors que c'est pas normal d'être un raciste, c'est pas normal de les transgenres, c'est pas normal de... C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que là, il y a encore, il y a du travail. Il y a du travail à faire. Il faut qu'on se fédère, hein, parce que c'est très important. Toutes les personnes qui voient juste, qui voient vrai, eh bien, chacun doit lever ses éléments, alerter les personnes malades aussi, parce que c'est pas facile, hein, de dire à quelqu'un, tu devrais te faire soigner. C'est délicat. C'est très délicat, très difficile. J'essaie de le faire, mais je le fais pas assez. Non, mais moi, en y pensant, c'est comment amener la chose sans vexer, quoi. Il faut le faire parce que même s'ils vous renvoient de la violence, et ça arrive souvent comme ça, et ils vous en veulent, c'est pas grave, vous avez mis la petite graine. Et puis, les semaines, les mois passant, ils se disent, tiens, il a peut-être raison, elle a peut-être raison. D'accord. Et moi, j'ai une petite anecdote que je raconte souvent d'une infirmière que je connaissais bien, qui connaissait tout parfaitement, elle travaillait dans le service, et elle était en situation de maladie. Et puis, bon, j'ai eu le malheur, mais le bonheur finalement de lui dire, comme si t'as besoin, on peut se voir, moi, j'hésite pas. Et puis elle m'a dit, mais non, mais t'es qui pour me dire ça? Je fais ce que je veux. Bon, ok, pouf, une gifle verbale. Mais c'est pas grave parce que 6 mois après, elle est venue me voir. Et puis on a mis en place et elle est opérée, puis elle a 3 enfants merveilleux depuis. Et donc c'est très beau parce que ça a permis de passer ces caps-là et elle a trouvé son équilibre et elle a contrôlé sa maladie et je crois qu'elle est très heureuse depuis. Donc c'est vraiment très important.
Alors, se faire opérer le plus rapidement possible, mais il faut aussi être prêt. Il y a un cheminement quand même, hein, c'est pas... Il y a un cheminement qui est là, qui est difficile à avoir parce que la société, la famille vous déconseillent souvent. Oula, oui. Et que c'est dur. Mais vraiment, l'enjeu en vaut la chandelle, c'est très important. D'accord. Du coup, quelles actions ou changements sociétaux pensez-vous nécessaires pour mieux lutter contre l'obésité à l'échelle de la population? Alors, on vient de l'évoquer, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'il faut reconnaître la maladie, en Oui. premier lieu. Il faut notamment, au niveau administratif, reconnaître ça comme une ALD. Une ALD, une affection longue durée? C'est très important, puis ça permettra de rembourser plein de choses, ça permettra d'éviter que les femmes puissent pas se faire rembourser par la reconstruction, les hommes peuvent. Et plein de petites horreurs comme ça qui vont... Et puis surtout, on aura dans les structures administratives françaises, c'est une maladie vraie avec une correspondance. Pour moi, c'est une des clés. Oui, et peut-être que la population, du coup, reconnaîtra. Après, il faut travailler l'opinion publique, il faut être présent, lutter contre des éléments discriminants, de grossophobie et autres. Il y a des campagnes de dépistage, absolument, qu'il faut avoir. Oui. Et puis, il y a vraiment donner accès aux soins. Parce que très probablement que l'obésité se comporte comme une pandémie, hein, c'est-à-dire que ça augmente au niveau mondial sans qu'on comprenne pourquoi. Eh bien, en fait, à mon sens, ce qui se passe, c'est que plus la population est importante de personnes en situation de maladie obèse, plus elle transmet et ça fait un effet boule de neige. Et donc, pour moi, la seule méthode qui vaille pour enrayer l'épidémie, c'est de soigner ceux qui sont malades. Et ça, on le sait pour la grippe, on le sait pour tout. Et c'est très, très important de soigner la personne malade pour éviter que la maladie se diffuse. Les méthodes de diffusion, elles sont complexes, on ne sait pas encore tout. On a évoqué les causes, les bactéries, les gènes, il y a plein de choses très compliquées. Peut-être que les hormones aussi, hein, je vous ai dit, les facteurs aggravants et les causes, c'est très différent, c'est vrai, mais il y a des petites passerelles entre les deux. Quand vous avez des produits transformés avec beaucoup de perturbateurs endocriniens, là, ça va pas, ça doit favoriser la maladie. Donc, la dernière grande mesure sociétale, c'est de taper les gens qui intoxiquent les personnes de la population. Donc, moi, je suis très favorable à des taxes intelligentes, hein, c'est pas des taxes pour faire payer ceux qui souffrent, mais c'est des taxes pour faire payer les bénéfices des gens qui empoisonnent les autres, pour gagner plus d'argent. Parce que, par exemple, il y a des industriels qui augmentent le taux de sucre dans leurs produits. Le taux de sucre, oui. Volontairement, parce que c'est relié à une augmentation de la consommation, parce que le sucre est une drogue. Une addiction. Et eux, ils vont pas vers un produit qui a un bon goût, ils vont vers un produit qui se vend beaucoup. Revenir sur des filières courtes, des produits de saison, éviter les produits transformés, éviter les édulcorants. Ça aussi, ça va être un scandale, je pense, des années qui viennent. C'est-à-dire que les édulcorants, c'est pire que le sucre. Il vaut mieux prendre du vrai sucre que du faux sucre. Oui, donc le fameux Coca-Cola Light. Bannir. Bannir. Faites-vous réellement plaisir dans ce cas-là. Et encore pas trop avec la chirurgie, encore moins. Faites du vrai. Si vous voulez faire, faites le vrai. Votre corps, il sait gérer depuis son origine le sucre. Il a l'habitude. Les grosses quantités, c'est pas bon, mais il sait gérer. Les produits chimiques construits d'il y a 50 ans, il sait pas gérer. Et c'est pour ça qu'il y a des dérèglements. Ça favorise le diabète, ça favorise l'obésité, ça favorise probablement certains cancers. Donc, c'est très, très, très... donc vraiment, c'est peu un des diables de l'industrialisation moderne, vendu sous prétexte de santé en disant vous c'est zéro sucre. Voilà, en plus. Ah non. Donc quelque chose qui a zéro sucre et qui a un goût sucré, enlevez-le. On vous ment. Et il y en a beaucoup. Il y en a partout. Ah oui, oui. Ben... Le sel aussi, hein, il y a des campagnes sur le sel qu'il faut sûrement mener, des produits trop salés. Une baguette, par exemple, industrielle, elle est 3 fois plus salée qu'une baguette d'artisan. Et ça, c'est très mauvais. On sait que le sel, c'est plus encore relié à la mortalité que le sucre. Le sel est plus mauvais que le sucre. Et sur les maladies cardiovasculaires, tout ça, surtout, notamment. Maladies cardiovasculaires, les dents, il y a énormément de choses qui interviennent, bien sûr. Et puis on a tendance à manger aussi plus salé, oui. Voilà. Du coup, quelles ont été les raisons qui vous ont motivé à écrire votre livre et qu'espérez-vous que les lecteurs en retirent, Docteur Pourchet? Alors moi, c'est vraiment une raison qui est très intime. Je crois profondément à la mission. Je crois que chaque être humain est pas là par hasard. Et on a des choses à réaliser. Et moi, j'ai la chance d'être médecin, de pouvoir être chirurgien, soigner avec mes mains et de pouvoir défendre cette grande cause qui est la reconnaissance de la maladie. C'est quelque chose qui me porte. Et donc, ça a été ma motivation première de pouvoir diffuser cette connaissance, ce savoir, pour casser les préjugés, pour faire tomber ces stigmatisations sur des personnes en souffrance. Et puis aussi de pouvoir défendre un traitement qui sauve la vie. Oui. Donc, c'est
c'est vraiment les motivations essentielles qui ont porté cet ouvrage, tout en faisant témoignage de la compassion, de la souffrance de personnes qui sont atteintes par cette maladie. Et voilà, donc c'est un cri d'alerte, une alarme, en essayant de donner aussi des conseils et puis d'alerter les pouvoirs publics, parce que tout seul, soignant, patient, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on ait le réglementaire, il faut qu'on ait des politiques, il faut qu'on ait des personnes courageuses qui portent ces enjeux-là aussi. Donc c'est très important, des médias comme vous. C'est les théories. On avait François Mitterrand qu'on n'aime pas, mais une grande intelligence et qui parlait toujours, et il a tout construit sa carrière comme ça, sur la théorie des petits cercles. C'est-à-dire qu'il a commencé avec quelques-uns, ils ont augmenté comme ça. D'accord. C'est ça qui fait changer le monde et qui fait faire de grandes choses. Donc voilà, c'est un pavé dans la mare, mais qui va, j'espère, essayer de diffuser. Moi, je l'espère aussi, docteur Pourchet. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre participation. Très bien, et puis à très bientôt, et puis une prochaine fois, j'espère. J'espère aussi. Très très honorée d'avoir eu l'avantage de pouvoir vous interviewer, ça me touche énormément. Si vous voulez écouter l'épisode du podcast, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et même sur ma chaîne YouTube Céline Sleeve. Si vous voulez suivre le docteur Pourchet, je crois que vous avez un Instagram qui doit être docteur Guillaume Pourchet. Oui, tout à fait. Ouais. N'hésitez pas à aller acheter son livre, L'obésité, maladie du siècle, ni une faute, ni une fatalité, disponible dans toutes les librairies, également sur Amazon, etc. En attendant, moi je vous laisse et je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode du Poids des kilos. Même micro, je vous embrasse. À bientôt. Merci.